Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les gestions pilotées d'Alta Profit en partenariat avec Lazard Frères Gestion. Nous sortons donc d'un premier semestre particulièrement mouvementé sur les marchés financiers, marqué par une forte volatilité dans un contexte souvent influencé par la nouvelle présidence américaine. En Europe, les marchés ont, eux, bien résisté, avec près de 10% pour l'Eurostoxx. La situation est un peu plus contrastée aux États-Unis, où le S&P affiche une performance quasiment à l'équilibre à fin mai. Ce début d'année est donc caractérisé avant tout par une volatilité assez importante du fait de différents événements. Nous allons analyser ensemble ces événements, quelles en sont les causes et quels ont été les impacts sur la gestion pilotée de Lazard Frères Gestion. Pour nous accompagner lors de ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Colin Fabre, économiste allocataire chez Lazard Frères Gestion. Bonsoir. Je vous rappelle que nous répondrons à vos questions en fin de présentation. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé de marquant sur ce premier semestre qui a généré autant de volatilité? On va faire un petit tour de la situation en commençant par le sujet le plus important, la guerre commerciale. C'est vraiment ce qui a créé de la volatilité sur les marchés et beaucoup d'incertitudes pour les agents économiques, que ce soit les entreprises ou les ménages, avec des annonces préliminaires de Donald Trump, mais et surtout une date qui était le fameux Liberation Day, le 2 avril, où il devait annoncer les tarifs réciproques, donc le montant des droits de douane supplémentaires par pays, détaillé par pays, et à qui il s'appliquait. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ce qui a été annoncé au démarrage n'est pas ce qui est en vigueur aujourd'hui, mais ça a créé beaucoup d'agitation. Alors d'abord, après une semaine un peu de panique sur les marchés financiers, Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours pour tout le monde au bout d'une semaine de mouvement, avec le maintien d'un tarif de base de 10% de droits de douane qui s'applique à tout le monde. Avant ça, on était plutôt autour de 2,5%. Ensuite, il y a eu une escalade avec la Chine, avec des droits de douane qui sont montés à des niveaux invraisemblables. On est monté jusqu'à 145% de droits de douane des États-Unis envers des produits chinois. Et les Chinois ont répliqué et ont fait monter leurs propres droits de douane jusqu'à 115%. Finalement, la Chine et les États-Unis ont trouvé un compromis. Le 10 mai, il me semble, c'était un week-end, pour faire redescendre ces droits de douane à 30% du côté américain, 20% du côté chinois. Et les négociations sont encore en cours, puisque hier et aujourd'hui, des négociations ont lieu à Londres entre les États-Unis et la Chine pour essayer de formaliser et puis d'améliorer l'accord temporaire, puisque cette baisse de droits de douane était associée à un délai de 90 jours pour améliorer un peu encore cet accord. Et puis, on a d'autres annonces qui ont été faites sur des secteurs en particulier, l'acier, l'aluminium, l'automobile. On attend encore quelque chose sur la pharmacie. Il y a eu des accords qui ont été passés avec certains pays. Il y a eu un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis, avec néanmoins le taux de base qui a été maintenu à 10%, mais des clauses particulières sur les voitures, l'acier du Royaume-Uni vers les États-Unis, et puis dans l'autre sens, des choses qui concernent les produits alimentaires. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup perturbé les agents économiques et qui va continuer à faire peser de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas à quoi on va aboutir. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on va aboutir à une situation moins favorable pour le commerce international que celle qui prévalait avant l'arrivée de Donald Trump. Et comment ces événements se sont justement traduits dans l'économie américaine pendant cette période? Alors, dans l'économie américaine, on a une économie américaine qui se tenait bien avant ces annonces, qui continue de bien se tenir, même si on observe un certain fléchissement. Donc, sur ce graphique, par exemple, on vous représente les créations d'emplois
Donc, c'est vraiment ce qui est fondamental aux États-Unis, puisque si l'emploi se porte bien, la consommation des ménages peut continuer à se porter bien. Et la consommation des ménages, c'est vraiment ce qui a tiré la croissance en sortie de Covid. Et on voit que les créations d'emplois ont un peu baissé au mois d'avril. On a même eu le chiffre du mois de mai, donc on a encore un peu baissé, mais que ça se tient bien. L'emploi, pour l'instant, résiste aux États-Unis. Ce qui, par contre, a montré un fléchissement, ce sont les enquêtes. Donc, des enquêtes qui sont réalisées auprès des ménages ou auprès des entreprises. Sur cet exemple, on vous a montré ce qui se passait au niveau d'une enquête réalisée auprès des entreprises. Et puis, ça concerne un peu l'avenir. C'est ce qu'elles répondent quand on leur demande de se projeter à 6 mois. Et vous voyez que vraiment, cette enquête s'est effondrée sur des niveaux historiquement bas. Et puis, le petit carré bleu, ça montre que suite au compromis trouvé avec la Chine, on a un petit peu un rebond de ces enquêtes depuis des points bas, mais les enquêtes montrent vraiment une dégradation en fait des perspectives des entreprises ou des ménages quand on les interroge. Alors, il y a un point qui est particulièrement sensible concernant ces droits de douane, c'est ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Et on voit que les entreprises, c'est la courbe noire, ou les ménages, la courbe bleue, anticipent une remontée de l'inflation suite à la mise en place de ces droits de douane. Et c'est normal puisque des droits de douane, en fait, c'est une taxe qui est imposée sur les biens importés et ça fait monter le prix de ces biens. Alors, aux États-Unis, il y a un risque qui pèse sur la croissance, qui vient du fait qu'on a des prix à la consommation qui risquent de remonter. On vient d'en parler concernant les anticipations d'inflation, à un moment où les revenus d'activité sont en train de baisser. Les revenus d'activité, c'est la courbe turquoise. Les prix à la consommation, c'est la courbe noire. On voit qu'on avait déjà eu une envolée des prix en sortie de Covid, mais ça se passait à un moment où les revenus d'activité augmentaient fortement et donc les ménages ont très bien pu absorber cette hausse des prix des biens consommés puisque leurs revenus, leurs salaires augmentaient. Là, ce n'est pas le cas, les salaires sont en train de baisser et donc si on a de l'inflation, on pourrait avoir ce qu'on appelle un effet de ciseau, des prix qui augmentent, des revenus qui baissent, et là, ça pourrait avoir un vrai impact sur l'économie. Donc, ce qui va se passer au niveau de l'emploi et au niveau de l'inflation, ce sont vraiment des choses que l'on va suivre très attentivement aux États-Unis. Maintenant, parlons de l'Europe, qui a mieux réagi sur les marchés que les États-Unis sur cette période, mais est-ce que l'économie européenne est bien solide de son côté ? Voilà. Alors, les États-Unis sont vraiment au cœur de la tempête puisque c'est eux qui imposent ces droits de douane. Les autres pays subissent ces droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis. Alors, en Europe, on avait une croissance qui était en train de s'améliorer avant que démarre cette confrontation commerciale. Les exportations européennes vers les États-Unis sont importantes et donc l'Europe risque d'être impactée. On pense que cet impact va être temporaire, de l'ordre de 1 ou 2 trimestres, et qu'on devrait ensuite avoir une réaccélération de la croissance en Europe pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est le plan allemand annoncé suite à l'élection du nouveau gouvernement allemand au mois de février. Et donc, on va voir sur la diapositive suivante ce qui a été annoncé. Alors, l'Allemagne a fait quand même un changement radical, puisque suite aux élections donc, qui ont vu une alternance, c'était le SPD, le parti des sociaux-démocrates, qui gouvernait en Allemagne. Il y a eu des élections générales qui ont été organisées suite au fait que le gouvernement est tombé du fait du départ d'un des partenaires de la coalition en place, des nouvelles élections. Donc l'élection
remporté par la CSU-CDU, donc la droite allemande, qui a tout de suite, qui n'a pas remporté une majorité absolue, mais ce qui est le cas en Allemagne depuis plusieurs scrutins, mais qui a fait une alliance rapidement avec le SPD, donc les sortants, et puis les Verts, et pris la décision de changer la Constitution. Donc c'est vraiment des changements importants qui ont eu lieu, de manière à pouvoir augmenter l'endettement de l'État fédéral, qui était limité à 0,35%, à permettre aux lenders, l'Allemagne est un État fédéral composé de différents lenders qui vont aussi pouvoir s'endetter. Il y a eu également des décisions prises pour permettre d'exclure des limites de déficit budgétaire les dépenses de défense en lien avec la guerre en Ukraine. Et puis également a été décidée la mise en place d'un plan de dépenses d'infrastructures avec un aspect lié à l'environnement de 500 milliards d'euros. Tout ça, ce sont des dépenses très importantes que l'État allemand va mettre en œuvre sur différents secteurs. On estime que c'est à peu près équivalent à 12% du PIB allemand sur une durée de 12 ans et que ça devrait apporter 1 point de croissance dans les 2 prochaines années. Donc c'est vraiment un élément fondamental pour l'Europe qui devrait aider la croissance. Il y a un autre élément qui pourrait soutenir la croissance en Europe, c'est le fait que contrairement aux États-Unis, on a vu qu'on risque d'être confronté à cet effet de ciseaux avec des revenus qui baissent et des prix qui montent. En Europe, on a des ménages qui ont augmenté leur taux d'épargne. Le taux d'épargne a augmenté de 3% par rapport au niveau qui prévalait avant le Covid. Et les ménages ont augmenté leur taux d'épargne parce qu'ils ont vu leurs revenus progresser davantage que leur consommation. Donc les ménages européens ont des réserves pour augmenter leur consommation si, par exemple, la confiance venait à s'améliorer. Et ça pourrait être une surprise positive qui viendrait soutenir la croissance en Europe. Passons maintenant aux derniers grands acteurs de notre planète, la Chine. Qu'en est-il là-bas ? Alors, en Chine, on a une croissance qui se tient, mais on le voit sur ce graphique qui décompose la croissance entre la consommation des ménages, la partie noire, l'investissement, c'est essentiellement les entreprises, mais aussi les ménages, la partie grise, et les exportations, la partie bleue. Et on voit qu'une grosse partie de la croissance des derniers trimestres vient des exportations, ce qui est problématique dans un contexte où le commerce international va se gripper du fait de la mise en place des droits de douane. Donc ça, c'est plutôt un aspect négatif pour la Chine et on comprend que la Chine ait intérêt à négocier avec les États-Unis. En Chine, par ailleurs, la confiance a eu tendance à se dégrader ces derniers temps. Ça, c'est une enquête de confiance. Quand on est au-dessus du niveau de 50, on est dans une zone où l'activité est en expansion et on voit qu'on était un petit peu au-dessus de 50 et qu'on a tendance à baisser autour de 50. Donc, on a une dégradation de l'activité, mais sans que ce soit dramatique. Donc, en Chine, on continue d'avoir une croissance qui se tient, mais rien de vraiment enthousiasmant. Alors, si on passe à la partie marché, comment ce contexte macroéconomique va impacter les marchés financiers. On va commencer par les marchés de taux d'intérêt qui concernent les obligations. Donc, sur ce graphique, on représente en fait les taux directeurs des banques centrales. En noir, c'est le taux directeur américain. En bleu, c'est le taux directeur de la Banque centrale européenne. On est même descendu encore d'une marche lors de la décision prise jeudi par la Banque centrale européenne. On voit en fait que la Banque centrale européenne a pu baisser ses taux pour soutenir l'activité une fois que l'inflation semblait avoir été
maîtrisée. Et la Banque centrale européenne a des marges de manœuvre pour continuer à baisser ses taux si elle en avait le besoin. Par contre, aux États-Unis, on voit que la Banque centrale a procédé de façon extrêmement progressive. Alors, une première baisse de 50 centimes et puis 2 autres baisses, mais finalement, on est encore proche du niveau élevé. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, on a la question de l'inflation qui n'est pas complètement résolue. L'inflation a beaucoup baissé par rapport au point haut, mais on a du mal à faire le dernier bout de chemin vers les 2% qui sont la cible d'inflation de la Banque centrale. On a, du fait d'un marché du travail qui résiste bien, on l'a vu au tout début de la présentation, des salaires qui continuent d'être dynamiques, et donc une banque centrale qui doit arbitrer entre sa contrainte d'inflation, ramener l'inflation vers 2%, et puis son autre objectif qui est de maintenir le plein emploi. Et on voit qu'aujourd'hui, l'inflation, le fait que l'inflation ne soit pas complètement revenue vers la cible, l'empêche de baisser davantage ses taux pour soutenir l'emploi. Si l'économie devait pâtir beaucoup des droits de douane, probablement que l'objectif de plein emploi prendrait le dessus et permettrait à la Banque centrale de continuer à baisser ses taux. Voilà, donc en termes de taux obligataires, on a plutôt, on pense, des taux obligataires qui devraient être orientés à la baisse. Pour les devises, pour ce qui concerne les devises, on voit que le dollar est plutôt historiquement fort par rapport à l'euro. C'est la courbe noire, c'est la parité. Quand la courbe va vers le bas, ça veut dire que le dollar est fort. Et on voit qu'on a un dollar qui est plutôt historiquement fort. Il a bénéficié de différents facteurs de soutien, comme un différentiel de taux. Les taux d'intérêt sont plus élevés aux États-Unis que dans la zone euro. Donc ça soutient le dollar, puisqu'on peut y faire des placements mieux rémunérés. Et puis également l'attrait du marché action américain, avec notamment la formidable performance qu'ont connue les grandes valeurs technologiques. Mais l'équilibre de moyen terme, comme par exemple la parité de pouvoir d'achat, plaiderait pour un affaiblissement du dollar, une courbe noire qui remonterait. Et cette guerre commerciale aussi, normalement quand on monte ses droits de douane, on devrait voir sa devise s'apprécier, mais visiblement les investisseurs penchent pour un effet négatif sur la croissance de la mise en place de ces droits de douane, et ça a eu plutôt pour effet de faire baisser le dollar. Alors, si on passe maintenant, on a vu les obligations, on a vu les devises, les actions. On représente sur ce graphique le niveau de valorisation des actions. Donc, quand on est sur la barre noire, on est sur un niveau de valorisation moyen, historiquement. Si on est dans le haut, comme pour le S&P 500, l'indice de référence des actions américaines, on voit qu'on est sur des niveaux de valorisation historiquement très élevés, alors que voilà, au Japon, la troisième barre, on est sur la moyenne, et puis en Europe et dans les pays émergents où on est un petit peu cher par rapport au niveau de valorisation historique, mais pas autant qu'aux États-Unis. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir suivre attentivement, ce sont les attentes de croissance de résultats que l'on représente sur ce graphique. La barre bleue, ce sont les attentes de croissance de résultats pour cette année. La barre noire, ce sont les attentes pour l'année suivante. Et par exemple, si on regarde le S&P 500, on voit qu'on attend pour cette année des résultats en hausse d'à peu près 7%, et pour l'année précédente, des résultats des entreprises en hausse de 12%. Ces attentes de résultats nous semblent un peu élevées, même franchement élevées,
dans le contexte actuel. Alors, le contexte, c'est qu'on a déjà eu des résultats qui ont beaucoup progressé ces dernières années aux États-Unis. On a des marges d'entreprises qui sont à des niveaux élevés et on a probablement un contexte d'activité qui va se dégrader du fait de la mise en place de ces droits de douane. Donc, notre message, c'est que les valorisations sont élevées, les attentes de résultats sont élevées également et pourraient être revues à la baisse et peser sur les actions. Voilà. Donc, en conclusion, on a beaucoup d'incertitudes aux États-Unis qui confortent notre positionnement prudent vis-à-vis des actions et particulièrement des actions américaines parce qu'on se pose des questions sur le niveau de valorisation. Si on avait une correction du marché américain, comme on l'a expérimenté au mois d'avril, on aurait sûrement un impact sur les autres marchés actions des autres zones géographiques. Et compte tenu de ce contexte, ça nous semble important de conserver une exposition aux obligations. Donc, vous venez de le dire, vous êtes plutôt prudent. On vient de voir une synthèse de ce qui s'est passé sur les marchés et l'économie. Donc maintenant, jetons un œil à vos positions et aux arbitrages que vous avez réalisés dernièrement. Voilà. Alors, tout d'abord, on commence par l'arbitrage qui a été réalisé à la fin de l'année 2024, où on avait une croissance qui était bonne, mais des interrogations sur le marché du travail américain. On a réduit notre sous-exposition aux actions, donc on a acheté des actions à la fin au début du mois de décembre plutôt, en renforçant les actions des pays développés et en repondérant les États-Unis dans notre allocation géographique. En contrepartie, on avait allégé le monétaire à ce moment-là. Ça, c'est un arbitrage réalisé à la fin de l'année 2024. Et puis, nous avons réalisé un deuxième arbitrage à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Donc, dans un contexte où on avait beaucoup d'incertitudes liées aux annonces à venir sur les droits de douane réciproques et des inquiétudes parce que la nouvelle administration américaine semblait déterminée à annoncer des choses plus significatives que ce qui avait été anticipé dans un premier temps, des inquiétudes liées à un ralentissement économique et des inquiétudes particulières liées à ce qui allait se passer pour les méga caps du secteur technologique américaine. Et à contrario, une situation qui nous semblait plus favorable au Japon d'un point de vue fondamental en raison de l'amélioration du contexte macroéconomique avec la sortie de la déflation et des marges des entreprises bien orientées. Alors ça nous a amené à renforcer les actions dans les portefeuilles en achetant des actions japonaises et puis à changer un petit peu l'allocation géographique en prenant du profit sur les actions européennes qui représentaient la plus grosse partie de nos poches actions et qui avaient surperformé les autres marchés depuis le mois de décembre. En contrepartie, on a allégé le monétaire et les obligations. Alors, ça se traduit par des portefeuilles dans lesquels, alors on prend toujours l'exemple des profils carte blanche, qui sont les plus représentatifs de nos mouvements d'allocation, puisque ce sont ceux qui ont les plus grandes marges de manœuvre, avec une part action qui peut varier entre 0 et 100%. Et on voit qu'on a une exposition aux actions qui est toujours dans la partie basse des marges de manœuvre, on est en dessous de 50, mais on se rapproche de la neutralité. On a 43% d'actions dans le profil carte blanche Generali, 45% dans le profil carte blanche de Swiss Life et puis 40% dans le profil carte blanche de Suravenir. Alors, quand on regarde l'allocation géographique, on voit qu'on a
la plus grosse poche qui est la poche d'actions européenne, avec un poids proche de 20%. Ensuite, on a le Japon, hein, qui est à peu près la deuxième exposition géographique. On est proche de 10% à peu près. Ensuite, les États-Unis, avec un peu moins de 10%. Donc, vous voyez, ça reflète le fait qu'on se méfie des États-Unis. On trouve que les valorisations sont élevées aux États-Unis, les attentes de résultats sont élevées aux États-Unis. Donc, on a un peu remonté le poids des États-Unis dans nos allocations, mais leur poids n'arrive qu'en 3e position. Et puis ensuite, on a une exposition au marché émergent en diversification. Voilà pour la poche action. Ensuite, on a des obligations, hein, c'est la majeure partie de notre portefeuille. Donc, je vais expliquer que le fait que les taux d'intérêt, les taux obligataires pourraient baisser si la conjoncture économique se dégradait, bénéficierait aux obligations. Et on privilégie sur les obligations de bonne qualité, les obligations privées, plutôt du crédit, donc des émetteurs qui ne sont pas des États, des émetteurs qui sont des entreprises, mais on trouve que ça vaut le coup de rester sur le segment le plus sécurisé, ce qu'on appelle l'investment grade. On trouve que les spreads du high yield ne sont pas assez élevés pour prendre un risque supplémentaire. On est bien rémunéré sur du crédit investment grade. Maintenant, parlons performance. Qu'est-ce que ça a donné sur ce premier semestre 2025 ? Alors, depuis le début d'année, on a des performances qui sont légèrement positives à la fin du mois de mai. Sur un an, on est entre 3 et 5%, hein, selon le contrat. Et puis, sur 5 ans, on est autour de 25%, un peu moins chez Generali, un peu plus chez Suravenir. Sur le long terme, les 3 contrats ont des performances très proches, mais elles peuvent varier selon les années, puisqu'on n'a pas exactement les mêmes allocations et les mêmes supports dans les différents contrats. Merci pour cette présentation. Maintenant, passons à la question de nos auditeurs. Alors, peut-être une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie le terme repondération des actions américaines ? Alors, repondération, ça veut dire que si on met la répartition géographique sur une base 100, le poids des États-Unis sur 100 dans notre poche action a remonté à l'arbitrage de fin 2024. Merci. Peut-être une seconde question. Comment vous envisagez l'évolution du déficit américain et ses conséquences ? Alors ça, c'est un point important, c'est une bonne question. Le Big Beautiful Bill que Donald Trump a réussi à faire passer dans la Chambre des représentants et qui est maintenant au Sénat aurait plutôt pour conséquence un accroissement du déficit budgétaire américain qui est déjà très élevé, hein, de l'ordre de 6%. Et ça, c'est problématique à un moment où la dette américaine est importante. Et on voit d'ailleurs que ça pèse sur les marchés obligataires avec des jours où on a vu les taux des obligations américaines, surtout sur la partie longue, augmenter. On a vu également l'agence Moody's, qui était la dernière agence qui octroyait aux États-Unis la meilleure notation de AAA, dégrader la note des États-Unis. Hein. Les autres principales agences, S&P et Fitch, avaient déjà dégradé les États-Unis il y a longtemps. Mais voilà, cette question du déficit budgétaire américain est une question importante. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui a déclenché un peu la dispute entre le président Donald Trump et Elon Musk, qui avait été recruté pour… Alors, il n'a pas été incorporé à l'administration américaine, mais c'était un conseiller spécial qui devait aider la nouvelle administration
à réduire les dépenses, et Donald Trump a critiqué cet accord budgétaire qui est passé à la Chambre des représentants en disant que ça allait accroître le déficit. Donc, c'est vraiment une question importante, ce qui se passe au niveau du déficit budgétaire américain. Merci. Alors, quand on a plus de 75 ans, à quel niveau de risque on peut se positionner dans cette gestion pilotée dans le contexte actuel? Alors, moi, je dirais que c'est pas tellement l'âge qu'on a, mais l'horizon, son horizon de gestion, puisque quand on a 75 ans, on peut vivre encore longtemps. Voilà, donc c'est vraiment l'horizon de gestion qui est fondamental. Quand on regarde les performances des différents profils, on a déjà des performances analysées qui sont correctes sur le profil 3 ou sur le profil 5. Sur le profil carte blanche, il y a des marges de manœuvre importantes, et on peut également, comme c'est le cas aujourd'hui, avoir finalement un niveau de risque relativement réduit parce que l'exposition aux actions est inférieure à 50%. Donc voilà, il faut réfléchir à son horizon de placement pour choisir son profil. Mais si on veut être prudent, on peut rester sur un profil avec un niveau de risque bas, et il y a de la performance aussi qui est réalisée dans ces profils. Merci. Que pensez-vous de l'évolution de l'or? Alors, l'or est vraiment sur des niveaux de prix qui sont importants. L'or sert d'actif refuge quand on s'interroge sur les autres actifs, les actions, les obligations avec ces problématiques de déficit budgétaire, de dette, ou les devises. On a vu que le mode de gouvernance de la nouvelle administration américaine peut impacter la confiance des investisseurs dans le dollar, et l'or a probablement bénéficié de ce haut degré d'incertitude des mois passés. Après, ça va et ça vient. L'or est à un niveau élevé, et si l'incertitude s'apaise, on pourrait avoir un reflux du cours de l'or. Merci. Alors, est-ce que vous pensez que les obligations datées sont toujours pertinentes, et si oui, sur quelle échéance? Alors, quand on achète une obligation datée, ce n'est pas très différent du fait d'acheter un fonds qui n'est pas daté, donc qui renouvelle ses obligations, puisqu'en fait, on est exposé à un risque obligataire. Si les taux montent, on va avoir le prix de l'obligation baisser, donc l'AVL du fonds d'obligation datée baisser, et puis à l'inverse, si les taux baissent, le prix des obligations dans le portefeuille, daté ou pas daté, va monter, et puis l'AVL du fonds va monter. L'avantage, c'est qu'en fait, on cristallise un niveau de taux, on connaît à peu près le rendement moyen dont on va bénéficier entre aujourd'hui et l'échéance du fonds. En termes de maturité, aujourd'hui, on est encore bien rémunéré sur des maturités courtes. Voilà. Ça sert. Et on a vu qu'il y avait par ailleurs de la défiance sur les maturités longues avec ces questions d'endettement, de déficit budgétaire. Donc, je dirais, daté ou pas daté, on est bien rémunéré quand on va sur des obligations peu risquées de maturité courte. Merci. Alors, étant donné que les fonds chinois stagnent depuis longtemps, quel autre pays asiatique vous pourrez préconiser? Alors, quel autre pays asiatique? C'est si on veut vraiment faire de l'Asie. La Chine, c'est quand même vraiment le poids lourd du marché asiatique. Les autres marchés sont beaucoup plus petits. L'Inde, par exemple, qui est un énorme pays, puisque l'Inde a dépassé la Chine en nombre d'habitants, a un marché boursier beaucoup plus petit que la Chine, et aussi beaucoup plus cher
Donc, on a connu des performances importantes en Inde, mais les actions indiennes ne sont pas bon marché. Et puis ensuite, on a d'autres marchés qui ont leurs particularités, notamment des marchés qui sont très exposés à la technologie et au sous-secteur des semi-conducteurs, comme Taïwan ou la Corée du Sud. Moi, je n'ai pas de recommandations particulières à faire en termes d'allocation au sein de l'Asie. Mon conseil concernant les émergents, c'est plutôt d'ailleurs et c'est ce qu'on fait nous dans nos allocations, hein, de prendre des fonds globaux et de se reposer sur le gestionnaire du fonds pour faire lui-même son allocation pays. Merci beaucoup, Maxime. Je te laisse conclure. Merci à tous pour toutes ces questions. Nous venons de passer donc en revue les performances des gestions pilotées Lazard. Si vous avez d'autres questions concernant ces gestions pilotées, je vous invite à contacter votre conseiller ou à nous écrire. Je remercie Colin Fèvre, économiste allocataire chez Lazard Frères Gestion, de nous avoir accompagnés tout au long de ce webinaire. Je vous rappelle que le replay de ce webinaire sera disponible dès demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir.